Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière de la 26e semaine de l'année 2023, une année qui arrive ainsi à mi-parcours dans l'irrésistible mesure du temps qui passe. Et l'on parle d'économie aujourd'hui, notamment de politique publique, ballottée entre réalisme et volontarisme à l'aune des jumelles longue vue du développement. À la barre des convoqués pour décortiquer ce sujet avec nous, Idrissa Mohamed Ouedraogo, agrégé des facultés de sciences économiques et président du comité directorial du Centre Formation, Orientation et Recherche pour la gouvernance économique Forge Afrique. Bonjour Monsieur Ouedraogo et merci d'honorer notre convocation. Merci beaucoup, merci. Avec moi pour cette audience du vendredi, le juge Bernard Boukman. Bonjour juge Bernard Boukman. Bonjour Président Tomangui, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM et sur la télévision Truc TV ainsi que sur nos plateformes numériques. Et voici le temps des avant-propos que je convoque à présent. Un seul juge siège aujourd'hui. Nous écouterons donc l'avant-propos du juge Bernard Boukman pour cette audience. Merci, Président. Deux avant-propos très rapidement que j'ai extraits du Conseil des ministres d'hier. Le SMIC est passé maintenant à 45 000 francs CFA. C'est une revendication qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Les syndicats, donc lors des différentes rencontres gouvernement-syndicats, la question du relèvement du SMIC a toujours été demandée parce que le coût de la vie a renchéri. En tout cas, pour quelqu'un qui doit se débrouiller avec ce minimum-là, c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est monté à 45 000. Disons même que même à 45 000 dans notre contexte actuel, ce n'est vraiment pas évident de pouvoir tenir sous certaines conditions avec 45 000 francs dans le mois. Mais c'est un pas quand même qui a été fait. Et qui, naturellement, maintenant on verra si au niveau de la classe syndicale, c'est ce montant qui était vraiment attendu ou bien est-ce qu'ils attendaient mieux en termes d'appréciation. Le deuxième avant-propos, très rapidement, c'est hier à l'issue du Conseil des ministres, on a vu aussi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a quelqu'un qui a été nommé pour s'occuper des savoirs endogènes. Donc Madame Sylvie Zongo, chercheur catégorie P3, grade terminal, le 3e échelon, est nommée directrice des savoirs endogènes. Effectivement, on a des savoirs endogènes. Comment est-ce qu'on les pérennise si on n'arrive pas à les transmettre? Alors que le circuit de transmission, c'est très difficile. Nous avons reçu ici un professeur d'université qui dit qu'ils ont fait venir quelqu'un pour enseigner le tambour à l'université, mais après pour le payer c'était compliqué. Parce qu'on dit que non, sa qualification n'est pas reconnue, on ne sait pas par quel circuit est-ce qu'il faut le payer. Et c'était compliqué. C'est finalement ceux qui l'ont fait venir qui se sont débrouillés de leur poche pour pouvoir payer. Parce que notre administration ne prend pas ces choses-là en compte. Il faut avoir un certain niveau pour aller enseigner dans une université. À défaut, vous ne pouvez pas être payé. Alors que ces messieurs-là n'ont pas ce niveau universitaire, ont des savoirs endogènes qui peuvent aider dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'agriculture et dans bien d'autres domaines. Mais on appelle ça des savoirs endogènes. Comment est-ce qu'on les valorise? Et comment on fait en sorte qu'ils ne partent pas avec leur savoir, puisqu'il faut créer un cadre pour qu'ils puissent dispenser cela. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent apprendre sont à l'école. C'est à l'école qu'il faut aller les trouver. Avant, il y en a qui n'étaient pas à l'école, qui sont initiés à ces choses-là ou qui apprenaient d'eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, la grande majorité des enfants sont à l'école. S'il y a une initiation à faire, s'il y a un savoir endogène à transmettre, il faut trouver un couloir à l'école pour insérer dans l'emploi du temps, pour que périodiquement la personne puisse venir dispenser les cours. Et souvent, ce n'est même pas des cours d'une année. C'est quelques séances et puis c'est réglé. Donc, je pense que c'est déjà un pas en avant pour la sauvegarde également de ce qu'on a comme patrimoine, je dis bien endogène, qui peut permettre également de pouvoir continuer à avancer. Parce que nous ne pouvons pas faire un développement sans racines. Ça va être très compliqué. Et donc, maintenant, dès que comme la directrice est nommée, peut-être qu'on aura l'occasion
la recevoir ou son ministre de tutelle pour en savoir davantage de comment est-ce que ça va être organisé pour faciliter la transmission de ces savoirs endogènes. Savoir endogène donc à valoriser au FASO et donc dans tous nos pays africains pour que nous ne soyons pas déracinés. Un convoqué dans le prétoire du tribunal de l'actualité aujourd'hui, Idrissa Mohamed Ouedraogo, agrégé des facultés de sciences économiques, qui témoigne d'un parcours académique et professionnel éloquent. Ancien responsable du Centre d'études, de documentation, de recherche économique et sociale CEDRES et du laboratoire d'analyse et de politique économique, professeur Idrissa Ouedraogo, que nous avons déjà reçu sur ce plateau, est le président du comité directorial du Centre Formation, Orientation et Recherche pour la gouvernance économique Forge Afrique. Auteur d'une communication donnée le 27 juin dernier dans le cadre d'un panel organisé par le CEDRES justement sur le thème politique publique de développement au Burkina Faso. Pourquoi ça ne marche pas? Le professeur Idrissa Ouedraogo a notamment prôné un mixte entre réalisme et volontarisme pour les politiques publiques réussies, estimant que, je cite, nous avons une forte phobie des grands projets. Fin de citation. Le tribunal de l'actualité l'auditionne donc aujourd'hui sur sa vision de la gestion des politiques publiques de développement. Bernard Bougman. Merci. Alors, ma toute première question, c'est juste pour faire pédagogie. Quand on parle de politique publique, de quoi est-ce qu'il est question réellement? D'accord. Je voudrais rapidement rectifier, c'est plutôt le CAPES qui a organisé donc ce panel. Oui, et en politique publique, c'est tout simplement toutes les politiques qui sont entreprises par, j'allais dire, l'État pour la mise en œuvre des activités qui sont essentiellement des activités certainement publiques, économiques et aussi autres types d'activités. Il faut se dire que de façon générale, le système économique est fait de sorte que lorsque le marché fonctionne, c'est essentiellement le secteur privé qui est l'acteur principal donc de ce marché. Et comme on le sait, le secteur privé, quand il s'engage dans le marché, c'est beaucoup plus les questions de profit. Hein. C'est de voir qu'est-ce qui peut être rentable, qu'est-ce que je peux entreprendre comme activité. Or, il y a des activités, il y a des biens et des services qui sont très utiles pour les populations et utile aussi pour le secteur privé lui-même pour qu'il puisse fonctionner et que le secteur privé ne peut pas produire tout simplement parce que c'est bien un des caractéristiques qui font que ça ne les intéresse pas. Par exemple, ce sont des biens, lorsque vous les produisez, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de le consommer à travers le mécanisme des prix. Quand on construit par exemple une route, tout le monde peut y aller. Bon, c'est vrai que parfois on peut mettre des péages, mais ou alors quand vous parlez de votre émission, une fois que l'émission est partie, tous ceux qui ont, tout le monde peut l'écouter et il y a pratiquement pas de prix. Dans le temps, effectivement, il n'y avait aucun prix. Actuellement, on est obligé de passer par il faut avoir le canal, etc., etc. L'autre caractéristique des biens publics, c'est que il y a ce qu'on appelle la non-rivalité. Quand vous consommez le bien, ça ne m'empêche pas de consommer le bien, et même dans les mêmes quantités que vous. Quand par exemple l'émission est sortie, tous ceux qui sont devant leur télé entendent la même chose et ça n'empêche pas les autres. Or, quand par exemple vous achetez un stylo, une fois que vous l'achetez, personne d'autre peut l'acheter. Donc ça fait que l'entreprise privée, ça ne l'intéresse pas et donc le secteur public est obligé de s'investir et produire ce type de biens-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de différents types de politiques publiques qui sont mises en œuvre pour pouvoir produire ce type de biens et services. Oui, Bernard Bougman. D'accord. Alors, vous parlez de réalisme, volontarisme. Alors, je voudrais mieux comprendre ce terme technique parce que c'est le sujet de l'émission. Tout à fait. Oui. Non, le réalisme, si on le prend littéralement, c'est dire que, bon, en fait, c'est de pouvoir avoir une situation qui décrit le réel, ce qu'on observe et ce qu'on peut observer dans le réel. C'est-à-dire que si je prends sur le plan économique, je vais dire que bon, moi je veux un bien, je constate ce bien-là, je le veux, il faut qu'on puisse le produire et que j'ai des résultats immédiats dans le visible. C'est donc nous, c'est ce que nous appelons avoir des phénomènes plausibles en économie.
Donc de façon littérale, c'est d'avoir tout ce qui est réel et de constater l'élément réel dans la vie. Mais le volontarisme, c'est beaucoup plus de pouvoir se lancer et de décider de faire quelque chose de par sa volonté et de faire de la sorte qu'on puisse aller au-delà de ce que l'on peut espérer. Donc, dans le cas donc du panel, volontarisme et réalisme, on est allé au-delà de ce qu'on dit littéralement, parce qu'en réalité, on se dit que quand un État veut produire un bien ou avoir conduit des politiques publiques, il c'est possible. Il faut qu'il allie ces deux phénomènes-là, le réalisme et le volontarisme. Parce que le réalisme, à la limite, si vous voulez dire que moi je veux avoir des éléments concrets, je ne veux pas aller au-delà de ce que je peux voir, ce qu'on peut constater sur place, à la limite, parfois, ça peut conduire à l'immobilisme. Pendant que le volontarisme, si vous le faites à outrance, vous allez vers le populisme. Ça peut être du populisme. Il dit je vais produire, je vais faire ci, je vais faire cela. Et on voit cela parfois pendant les campagnes politiques, ou même lorsque les politiques veulent avoir l'adhésion des populations, ils peuvent lancer des choses. Et ça peut ressembler au populisme. Voilà pourquoi je disais qu'il faut effectivement, et dans le cas donc de ce panel, c'était de dire qu'en fait, il faut donc regarder comment on peut allier avoir une certaine dose de réalisme et une certaine dose de volontarisme. Alors, vous dites également que les Burkinabés ont la phobie des grands projets. C'est vrai ça? Oui, j'ai dit qu'ils ont la phobie. Qu'est-ce que vous faites de ça? Non, tout simplement parce que, voyez-vous, quand on parle de volontarisme, il faut se projeter dans l'avenir, il faut aller au-delà du présent. Et malheureusement, nous sommes arrivés au présent, nous avons une préférence pour le présent. Ça fait que lorsque vous lancez des idées qui sont des idées qui peuvent paraître irréalistes ou irréalisables, les gens commencent à vous critiquer. J'ai donné l'exemple qu'on a vu en 2020 avec l'histoire du canal et autres. Pendant que là, les Ghanéens sont en train de construire ça actuellement. Mais pour dire, quand vous lancez ce genre de choses, les gens vous rejettent et ils vous couvrent de moquerie. Et c'est pourquoi je dis qu'en fait, y compris les politiciens, les politiques, mais en réalité les politiques qui le font de façon générale, surtout en période de campagne, tout simplement parce qu'ils veulent répondre aux besoins immédiats. Et même parfois, même quand ce n'est pas en période de campagne. Parce que si vous avez une situation où les populations ont des besoins réels et pressants, vous êtes obligé de produire pour ces populations-là. Et parce que ça peut, éventuellement, s'il n'y a pas de résultat, ça peut créer en fait des remous sociaux et tout ça. Donc il faut répondre à cela. Mais je dis que c'est important et c'est réel. Le marché doit le faire, vous devez le faire aussi. Mais au-delà de ça, il faut rêver pour les enfants. Il faut rêver pour le futur. Parce que construire des grands projets, ça ne se fait pas en 5 ans. Le temps des mandats. Et malheureusement, nous réfléchissons le temps des mandats en tant que les politiques de façon générale. Donc ça ne peut pas se réaliser le temps des mandats. Il faut aller au-delà et produire. Quand il y a certaines réalisations qui se font sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai donné l'exemple du lac en Libye. Quand Kadhafi le faisait, les gens disaient non, en fait c'est un fou, c'est un dictateur. Mais actuellement, ça donne des résultats très probants pour les Libyens. C'est la même chose en Chine. Lorsqu'ils voulaient construire leur rivière, là, il y a eu beaucoup les gens ont dit non, en fait, c'était grandiose, etc. Mais là, ils l'ont fait et tout le monde en profite largement. Le canal de Suez, c'est la même chose. Donc, il faut réfléchir. Et ceux qui l'ont construit, et même dans notre pays actuellement, il y a des projets qui ont été faits il y a longtemps. On n'a pas eu de résultats immédiats. Mais le fait est là, c'est que les politiciens n'aiment pas tellement ça. Ils veulent avoir le résultat et pouvoir projeter, dire voilà, c'est ce que j'ai produit et éventuellement, voilà. Oui, mais puisqu'il a un mandat de 5 ans, il a jugé au résultat. Alors que quand vous lancez des projets d'envergure, il faut également aller chercher de l'argent pour venir commencer. Et puis bon, après, même s'il faut commencer à quelqu'un qui vient et puis qui dit bon, ça, on passe à autre chose. C'est la continuité
au niveau des grands projets. Est-ce que réellement, ça, c'est pas un autre problème? Est-ce que c'est pas que les gens n'ont pas rêvé grand, mais il y en a qui sont arrivés, qui ont mis des choses de côté. Et il n'y a pas cette réalité aussi dans notre administration, qui plombe les grands projets. Mais là, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur que l'administration... On passe le temps à dire que l'administration est une continuité. C'est-à-dire que normalement, nous avons dans notre pays des référentiels. On a le Burkina 2025, le document prospectif qu'on avait fait à l'époque. On s'était produit sur 2025. Normalement, c'est sur cette base-là, les visions qu'on avait, parce qu'un bon politicien et un bon leader doit avoir une vision. Et une vision, c'est pas court-termiste. Une vision, ça s'étale, ça se projette sur 20 ans, 25 ans, 50 ans. Et maintenant, c'est sur cette base-là qu'on essaie de construire. Et il me semble que si le pays si chacun partait sur la base de Burkina 2025 et faisait son programme, et du reste, chaque stratégie qu'on fait dans ce pays, on met Burkina 2025 comme référentiel. À côté de ce référentiel, on met le référentiel qu'on a adopté pour les 5 ans, notamment le PNDS, notamment la SCAD et autres, etc. Et pour pouvoir dire que voilà, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Mais si effectivement c'est dans ce cadre, ceux qui viennent doivent pouvoir continuer. Ça, c'est le minimum. Autrement dit, si on passe le temps à remettre en cause, et je crois que la dernière fois ça a été critiqué, s'il y a une remise en cause perpétuelle, on ne va jamais avancer. Et les grands peuples n'ont pas avancé comme ça. Oui, mais pour la prospective Burkina 2025, il n'y a pas eu suffisamment de... Après la phase du lancement de l'initiative, où il y a eu la communication, après pour les référentiels de développement qui ont été élaborés, parce qu'après il y a eu la SCAD 1, SCAD 2, on n'en parlait même plus. À tel enseigne que on avait l'impression qu'on a rangé ça de côté. Alors que ceux qui conçoivent les référentiels disent, les plans là, disent, nous sommes inspirés de la prospective Burkina 2025. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de la prospective Burkina 2025 à certains, ils vous posent la question, mais vous parlez de quoi? Ça c'est vrai que... Mais on ne peut pas passer aussi le temps à faire de la communication sur un document qui a été fait depuis... mais ceux qui l'ont conçu, apparemment, ne l'ont même pas sérieusement exploité. Parce que c'est quand même... Il l'exploite parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas ce document de stratégie qui ne se réfère pas à Burkina 2025. Maintenant, effectivement, est-ce que réellement les références, ou alors on fait la référence de façon verbale parce qu'il faut le faire pour bien faire, parce que si vous ne vous référez pas à Burkina 2025, vous n'avez pas la chance, vous avez des chances que votre document ne soit pas adopté. Ça c'est l'élément. Peut-être que ce que je peux comprendre de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que réellement l'exploitation de ce document est effective? Est-ce que réellement ce qu'on prétend faire émane de Burkina 2025? Là, c'est une question qui est peut-être intéressante à explorer. Oui, en fait, parce que j'ai lu la prospective Burkina 2025. Il y a les scénarios types qui avaient été dégagés. C'est ça. Et donc, pour chaque scénario, il y a des actions à poser pour qu'on ne soit pas là ou qu'on soit là. Alors que quand vous prenez un scénario, regardez les actions, ça ne colle pas. Parce que... je pense que le scénario qui a été adopté, c'est l'étalon au galop, si je ne me trompe pas. Mais pour arriver à l'étalon au galop, il y avait des choses à faire, même sur les réformes institutionnelles, sur les questions électorales, parce qu'il y a toute une batterie de mesures également qui accompagnent. Mais quand le document sort, ces éléments-là, pour qu'on aboutisse à l'étalon au galop, n'est pas là. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on est dans le tourbillon... on n'est pas à Dougmato en tout cas. Je pense qu'on est dans le tourbillon actuellement. Alors que ce qui était prévu, c'était pas ça. On est dans Silmandé parce qu'on est dans la tourmente. Alors que les scénarios qui avaient été dégagés, c'était Silmandé, c'était Dougmato. Et puis, c'était les talons au galop. On a pris les talons au galop, mais on a travaillé à avoir Silmandé. Donc, entre-temps, c'est là pourquoi je me demande, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui a été mis sur le papier et ceux qui ont réellement calé les choses pour qu'on puisse être un étalon qui galope. Et alors, professeur, citer Burkina 2025 comme référentiel, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, dans la pratique, réellement, est-ce qu'on a avancé là-dessus? Est-ce qu'on a mis en pratique ce qui était prévu dans ce document? C'est quoi, c'est la préoccupation? Oui, non, tout à fait. Je dirais que oui, je dirais que les techniciens mettent tout en œuvre pour pouvoir se coller à Burkina 2025. Mais il faut dire quand même que au-delà de se coller à ce document,
il y a quand même les réalités du terrain ou les réalités de la vie, j'allais dire. Par exemple, ce que nous vivons actuellement, en réalisant le document, c'est vrai qu'on a parlé des questions sécuritaires, mais ce n'était pas perçu comme on le vit actuellement. Exactement. Et là, ça perturbe tout. Ça perturbe tout et ça fait qu'effectivement, vous êtes obligé de vous recaler sur ce que vous vivez, sur le réel et sur le vécu pour pouvoir donc avancer. Et ça peut vous dévier un tout petit peu de ce qui était prévu être fait, parce qu'il y avait un contexte précis et je crois que c'est sur cette base-là que les analyses avaient été faites pour pouvoir donc élaborer les différents scénarios qui ont été proposés. Mais je dirais quand même que est-ce que nous sommes vraiment dans Silmandé? Moi, je penserais plutôt à l'Albatros, où enfin, on est en train d'essayer de faire un petit bond, on essaie de bondir petit à petit. Mais donc j'étais aussi pessimiste. Vous êtes très pessimiste quand même. Non, c'est pas que je suis pessimiste, j'ai regardé la situation, j'ai dit on est dans une tourmente. On est dans une tourmente, c'est vrai. Maintenant, bon, je suis d'accord également avec vous qu'on tente de décoller, parce que toutes ces tentatives, là, même sur le plan politique, c'est pour trouver une solution. Donc c'est l'Albatros qui décolle, qui revient. Bon, on va galoper. Ça, moi, je suis sûr qu'on va galoper. Alors, c'est la dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons le professeur Idrissa Ouédraogo pour parler de politique publique notamment, suite à ce panel organisé par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, c'est bien le CAPES, sur une thématique et une question et même un questionnement: politique publique de développement au Burkina Faso. Pourquoi ça ne marche pas? On a développé un certain nombre de choses tout à l'heure, professeur Idrissa Ouédraogo. Pourquoi ça ne marche pas, les politiques publiques au Burkina Faso? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, il faut dire quand même, bon, la dernière fois il y a eu des débats autour de ça. C'était vraiment provocateur que de dire pourquoi ça ne marche pas. Il y a eu quand même des résultats intéressants, il y a eu des avancées par rapport à ce que notre pays était depuis son indépendance et même depuis les années récentes. Il y a quand même des évolutions qui sont faites, mais c'est vrai qu'on n'a pas les résultats que l'on souhaite avoir, les résultats escomptés. On a soulevé, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés, notamment ce que vraiment Albert était en train de dire tout de suite, Bernard Bougouma plutôt, était en train de dire tout de suite sur le fait qu'il y a des perpétuelles remises en cause de ce que nous faisons, et ceux qui viennent par exemple ils croient que ce qui s'est passé n'était pas bon et que c'est pas celui qui était là avant moi n'a pas bien fait le travail, il faut que je le mette tout en cause. Et là effectivement ça c'est un problème sérieux dans notre pays. Et comme je l'ai dit aussi, il y a parfois un manque de vision dans notre pays. On n'a pas... J'ai insisté sur ça, et les gens, il faut qu'on apprenne à rêver, il faut qu'on apprenne à voir grand. Et si tout le monde adhère à cela, ça peut faire avancer. Effectivement, il y a la question aussi de l'adhésion aux politiques publiques. Vous lancez vos politiques, c'est pas sûr que tous les acteurs y adhèrent. Les acteurs publics et les autres aussi, les acteurs privés, etc. Tout le monde doit adhérer à ces politiques-là. Autrement dit, vous ne réussirez jamais, parce que le développement, de façon générale, c'est quand même l'affaire de tous. Donc il y a un certain nombre de facteurs comme ça qui font qu'effectivement, il y a des problèmes sérieux, qui font que les politiques qu'on lance avancent, mais pas comme on le souhaiterait. Mais sinon, la question des capacités, je pense qu'on n'a aucun problème à ce niveau-là. On a quand même des intelligences assez intéressantes et importantes qui peuvent lancer, qui peuvent mettre en œuvre nos politiques, mais malheureusement, il y a un problème de cohésion, de cohérence. Il y a aussi vraiment ce problème de cohérence aussi entre les politiques. Quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans notre pays, vous constatez que il n'y a pas... Je crois que le chef d'orchestre, en fait, de façon générale, n'est pas un vrai chef d'orchestre. Parce qu'il n'arrive pas à mettre en cohérence les différentes politiques. Quand vous regardez, vous avez certains ministères qui développent des projets parce qu'ils ont la capacité de mobiliser des financements, parce que les bailleurs de fonds s'intéressent à leur secteur, ils mobilisent des financements, parfois même leur budget en termes de financement étranger et tout peut dépasser le budget de l'État. Ils font des projets qui sont répliqués dans d'autres, qui sont faits par ailleurs dans d'autres ministères. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de relation.
Et ça pose un problème majeur. Et c'est pourquoi j'ai dit que le chef d'orchestre, parfois, ne joue pas son rôle comme commissaire. Donc il y a ce problème de cohérence, à mon avis, et ce problème aussi de remise en cause perpétuelle des politiques que l'on met en œuvre dans nos pays. Cohésion, cohérence, planification et pertinence, finalement, des différents projets de développement pour arriver au bout à quelque chose de viable pour le pays. Bernard Bouma. Oui, c'est vrai, vous dites qu'on n'a pas de problème de technicité, on a des intelligences pour le faire, mais bon, pourquoi ça ne marche pas? Il y en a qui partent trouver l'explication dans notre mentalité. Est-ce que vous êtes du même avis? Que c'est un problème mental aussi, par rapport aux questions de vision, de cohérence? Oui, non, enfin, mentalité, c'est vrai que... Parce que nos mentalités sont ouvertes au changement. Il y a ça. Mais c'est comme je l'ai dit, qu'en fait, le changement appelle des efforts. Le changement appelle des sacrifices. Et là, parfois, on n'est pas prêt à cela. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous décidez, un décideur public décide de voir loin, il va parfois négliger l'immédiat. Et là, les gens ne sont pas prêts à accepter ça. Et quand, par exemple, sous la Révolution, par exemple, Sankara ils avaient décidé de dire que, bon, on va produire de la banane au Burkina, il faut qu'on le fasse, nous-mêmes. Ils ont décidé de dire qu'on n'importe plus de la banane. Là, vous vexez ceux qui sont en face de vous, notamment les Ivoiriens qui n'étaient pas tout satisfaits, contents de cela, mais il faut le faire. Et il y a des moments où on dit, il faut que vous puissiez aller dans telle ou telle autre posture parce que nous voulons tel résultat. Et mais là, ça joue sur le bien-être individuel de chacun de nous. À ce moment-là, nous ne sommes pas prêts à accepter ces sacrifices-là. Voilà pourquoi je dis qu'il faut l'adhésion de tout le monde lorsqu'on veut lancer une politique publique, lorsqu'on veut réussir notre développement. Et là, c'est pas toujours évident. Mais sinon, mon sentiment est que si l'on arrive à expliquer à nos populations le bien fondé de ce qu'on veut faire, je pense que notre mentalité nous permet aussi de l'accepter. Mais effectivement, ce que vous dites, la dernière fois, un de nos collègues qui soulevait la question donc, durant ce panel, que nous avons une tradition de négativisme, que nous aimons rejeter, refuser ce que les autres font, et même quand c'est bien. Et là, ça pose un problème majeur, parce que si vous avez... notamment en termes de politique entre eux, quand quelqu'un propose que, même si l'idée est bonne, parce que ça ne me vient pas de moi, je rejette l'idée, et là ça pose un problème majeur, parce qu'il faut savoir accepter et peut-être s'inspirer de cela. Je me rappelle quand j'avais fait une interview en 1996 à l'Observateur, où on parlait de questions de développement, et j'étais en train de leur dire qu'en fait, entre autres choses, ce que moi j'appelle la concurrence positive, c'est de dire qu'en fait, que l'on observe ailleurs et pas chez nous, c'est de dire qu'en fait, quand par exemple nous sommes là, on est ensemble, on vit ensemble, vous vous débrouillez, dans le temps vous êtes à vélo, maintenant vous avez une voiture, moi je suis à pied, je fais le tout pour que vous veniez à pied. Ça c'est de la concurrence négative. Or ailleurs, vous êtes allé, vous êtes débrouillé pour avoir une voiture, mais moi je fais le tout pour avoir un avion, un hélico, ainsi de suite. Et on progresse. Ça fait progresser le système. Mais malheureusement, chez nous, on va essayer, on te ramènera à terre, on te ramène en bas. Et là, effectivement, ça pose un problème majeur. Nivellement par le bas, nivellement par le bas. Nivellement par le haut. Tout à fait. Vous avez donné l'exemple dans votre communication de cette offre politique d'un candidat à l'élection présidentielle de 2020 qui a parlé de canal ou qui a parlé de tunnel, et finalement il y avait un problème sémantique déjà, mais vous dites qu'aujourd'hui c'est une offre qui est exploitée par le Ghana par exemple. Parlez-nous rapidement de cette expérience, et est-ce que c'est pas déjà parce que le Ghana a la mer et que ça puisse se réaliser plus facilement là-bas? Non, mais il faut dire quand même que cette idée-là, en réalité, n'est pas une idée nouvelle. C'est pas le candidat qui l'a inventé en tant que tel, mais bon,
Parce que bon, quand on fait des propositions aussi, il faut construire sur l'existant. Déjà, les colons avaient déjà proposé des choses comme ça, hein, de voir comment on peut faire pour faire des voies navigables sur nos fleuves-là qui vont nous amener vers les côtes. Ça, c'était déjà prévu. Et ce que les Ghanéens sont en train de faire, c'est très simple, c'est de dire qu'en fait, il faut voir, puisque vous avez la région, ce qu'ils appellent la Volta Region, où il y a Kosombo et autres, il y a tous nos fleuves, nos voltas, nos différents fleuves, Nakambe et autres là, en fait, se retrouvent là-bas. Donc ça fait quand même, ils essaient de voir comment ils peuvent construire une voie navigable de la côte, des ports, vers ces zones-là, pour pouvoir éventuellement transporter les marchandises tant bien de la côte vers là et vice-versa. Et je crois que s'ils sont proches de nous, il est évident que nous, facilement, on peut l'exploiter. Et du reste, je sais qu'il y a beaucoup de marchandises ghanéennes qui sont transportées par les camions qui vont se stocker vers la frontière et puis bon, nos commerçants vont les récupérer de ce côté-là. Voilà, je pense que c'est une idée et il me semble qu'ils sont en train de le faire parce qu'ils estiment que c'est très utile et c'est très important pour leur développement et je crois que nous aussi, si on peut le faire, je crois que ce sera une très bonne chose. C'est une question justement de raccorder. Et il me semble que c'est la même chose avec la voie ferrée que les gens sont en train de vouloir, qui était proposée entre Ouagadougou et Accra, je crois bien, et qui, bon, jusqu'à présent, ne voit pas le jour. Bernard Bougnan. Oui, effectivement, il y a ces grands projets-là entre les pays qui, bon, on dirait, là aussi, c'est comme si c'est des projets qui sont développés selon les feelings des différents chefs d'État. Si entre-temps, vous ne vous entendez pas, bon, même si c'est des projets d'envergure qui doivent profiter aux populations. Comme la boucle ferroviaire. Comme la boucle ferroviaire. Plusieurs pays. Bon, qui doit effectivement relier plusieurs pays, on n'en parle pas. Bon, avec le Ghana, effectivement, ce projet était... J'ai même appris que la partie ghanéenne était en train de s'activer parce que ça les intéresse véritablement. Maintenant, pourquoi aussi quand il y a des projets d'envergure entre les différents pays et qu'il y a un changement par exemple de régime ou bien les présidents qui sont là ne s'entendent plus, ces projets qui devaient bénéficier aux populations, on les laisse tomber. Alors que c'est des projets d'envergure. Oui, mais là, c'est ça que je disais. En fait, est-ce pas un manque de vision et peut-être même, j'allais dire, un griffe de patriotisme de la part de ces dirigeants. C'est pas parce que si tu as vraiment le souci en fait du bien-être de ton peuple, je crois que le minimum, c'est de dire qu'en fait, si ce projet-là peut profiter, à la limite, j'en tire profit. Et du reste, ce qu'on a pu observer, y compris dans notre pays, il y a des projets qui sont initiés par certaines personnes, par certains dirigeants, et qui ne vont jamais voir la réalisation de ces projets. C'est d'autres qui en profitent. On l'a vu hein, sous les régimes actuels, y compris sous le régime du MPP, il y a eu des projets qui avaient été faits antérieurement, dont les résultats étaient sous le régime, il faut les capitaliser. Tout comme les régimes actuels, la transition, ils capitalisent et ils capitaliseront certainement des projets qui ont été initiés antérieurement. Et je crois que c'est la meilleure façon de le faire. Pourquoi remettre en cause quelque chose qui, si l'on considère est viable et intéressant pour nos populations, et je crois que ça, c'est quand même, ça peut friser l'inconscience, quoi. Oui, alors, professeur, vous avez cité un certain nombre de grands projets qui donc participent au développement des politiques publiques dans un certain nombre de pays. Donc, il faut, pour être un homme d'État, et c'est connu, penser sur plusieurs générations, alors que ici nous avons des visions un peu court-termistes. Et il faut donc allier réalisme responsable et volontarisme bien pensé, dites-vous. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition au Burkina. Est-ce pour vous, comme on le dit, une fenêtre d'opportunité pour repenser justement la gestion de ces politiques publiques et développer des grands travaux? Ça peut être une opportunité de mettre en place un certain nombre d'institutions et des réglementations qui permettent de pouvoir sécuriser ce type de projet et autres. Parce que bon, il est évident que tel que j'ai compris, une transition, c'est une transition et à vocation d'être relativement courte.
Donc on ne peut pas réellement lancer de grands projets parce que ça va être compliqué. Mais au moins, on peut mettre des jalons. On peut faire de sorte que, par exemple, ce que nous sommes en train de critiquer, ce que vous dites, parce que effectivement il y a des gens qui on met des choses en œuvre, il y en a qui viennent de remettre en cause. Qu'est-ce qu'on peut faire de sorte que ces choses ne puissent plus se répéter? Et je crois qu'on peut le faire, et c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. J'ai vu par exemple des textes qui ont été pris récemment qui dans certaines situations sont très utiles et qui pourraient réguler certaines choses. Comment? Et là, je pense par exemple à la question sur le foncier. C'est vrai que il y a des grincements dedans, mais il y a des choses intéressantes dedans. Mais si c'est un texte qui est adopté par l'État et qui sera appliqué, là par exemple, c'est des choses qui peuvent être remises en cause. Par exemple. En tout cas, pour remettre en cause, il faut encore passer par le circuit de l'Assemblée, enfin en tout cas de la représentation du peuple et tout ça. Et ça peut créer. Voilà des choses comme ça qu'on peut faire. Et ça peut aider, et c'est ce que j'appelle des jalons, ça peut aider à pouvoir stabiliser en fait un certain nombre de projets que l'on peut mettre en place, quoi. Alors justement, je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent donc sur Radio Watt FM que nous recevons professeur Idrissa Ouedraogo. Nous parlons du développement des politiques publiques au Burkina Faso. Vous avez évoqué la période de la Révolution qui a implémenté un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on en parle encore. Et aujourd'hui, la transition réhabilite un certain nombre de comportements liés ou de décisions liées à cette période de la Révolution. Je veux parler par exemple du Faso d'Amfani qui a fait l'objet d'une institutionnalisation dans certaines sphères de l'administration. Il y a aussi un certain nombre de décisions comme ça qui mettent en lumière les décisions qui ont été prises pendant la Révolution. Est-ce que justement ces décisions n'agissent pas ou ne vont pas agir finalement sur cet aspect comportement ou mentalité dont on a parlé tout à l'heure pour permettre d'implémenter les politiques publiques? Oui, c'est vrai que si on se réfère à la Révolution, il faut dire que la Révolution a eu lieu dans un contexte précis où les gens étaient ce qu'ils étaient. Ils acceptaient un certain nombre de choses. Là, nous sommes dans un autre contexte et vous voyez comment la jeunesse est. C'est totalement différent de ce que nous avons vécu. Moi, j'étais relativement jeune à l'époque aussi, sous la Révolution. Et il y a beaucoup de choses qu'on acceptait sans aucun problème. Il n'y avait pas cette idée de défi et de remise en cause systématique de tout ce que l'État fait. Mais en dépit de cela, il faut dire que, notamment pour le Faso d'Amfani par exemple, la Révolution a effectivement essayé d'obliger les gens à le faire. Et vous savez, l'homme aime ce qui est interdit. Lorsqu'on oblige, les gens se rebiffent. J'ai constaté que, et ça c'était quand même un acquis du régime de Roch Marc Christian Kaboré, c'est par l'exemple qu'il amenait les gens à porter le Faso d'Amfani. Le Faso d'Amfani est rentré dans l'habitude, on a repris goût au Faso d'Amfani, tout simplement parce que tous les officiels, de façon générale, la majorité des officiels, en tout cas une grande partie des officiels du pays, y compris le chef d'État lui-même, étaient souvent dans cette tenue-là. Donc ça valorise, ça fait que les gens, par l'imitation, je prends l'exemple, vous savez, en Amérique, dans ces pays d'Amérique latine où les gens voulaient obliger les gens à limiter les naissances. Ça a été un échec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À travers les telenovelas, ils ont montré une famille idéale. La famille idéale, c'est l'homme, le monsieur et madame, 2 ou 3 enfants. Et on leur montre que c'est la meilleure des vies possible qu'ils mènent. Mais les gens commençaient à imiter par effet d'imitation. Parce qu'ils ont c'est-à-dire les gens ont des exemples, ils se disent que bon, si telle personne le fait, moi je pense que c'est une bonne chose, je peux le faire, etc., etc. Et je crois que ici, là, dans ce cas précis-là, à mon humble avis, on n'avait pas besoin de prendre un texte. Donc pour vous, la prise de ce décret n'était pas appropriée? Ça peut rebiffer les gens. Ça peut rebiffer les gens et beaucoup de gens peuvent refuser de porter, tout simplement parce que justement, ils ne veulent pas être contraints
Ils ne veulent pas être obligés de le faire. Et ceux qui le feront, c'est ceux qui, ce que le texte dit, effectivement, il y a un certain nombre de personnes ou un certain nombre de structures qui doivent le faire. Mais je pense que par l'exemple, on peut amener les gens à suivre sans aucun problème majeur. Et ça, je crois que ça, à mon avis, sur le plan de ce cas précis-là, c'était un succès donc, au niveau donc, du régime du MPP. De Roch Kaboré. Bernard Bougman. Oui, il y a aussi le projet qui a été lancé en grande pompe, l'actionnariat populaire. Ouais. Les conditions pour qu'une telle initiative marche, c'est quoi? Oui, en fait, je crois que comme vous avez, on a suivi les débats autour de ça. C'est pas une idée nouvelle. Non, les gens y réfléchissent beaucoup là-dessus. Il y a des pays qui ont déjà initié. On a donné l'exemple du Kenya, je crois, qui a essayé de lancer cela. Mais à mon avis, que ce soit ce projet ou que ce soit tout autre type de projet, il faut une préparation. Et je suis pas très sûr qu'il y ait un travail de fond. En tout cas, je ne suis pas au courant de cela. Il y a un travail de fond qui a été fait et qu'il y a des études sérieuses qui ont été faites pour qu'on essaie de voir quelle est la portée éventuelle probable de ce projet. Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut prendre pour qu'on puisse atteindre les objectifs que l'on souhaite. Parce que quoi qu'on dise, nous n'avons pas atteint un niveau de patriotisme où on peut se dire que je vais mettre mon argent comme ça sans attendre quelque chose. Parce que quand on parle d'actionnariat populaire, à la limite, on est en train de dire qu'en fait, les gens veulent se lancer, on veut que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat éventuellement, ils se lancent à pouvoir épargner pour quelque chose. Mais quand on décide d'épargner, on attend quelque chose. Et là, c'est des choses qu'il faut analyser et voir qu'est-ce que les gens attendent de cela, comment ça peut se faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous garantis que si quelqu'un met son argent dans ce système et qu'on dit qu'on va construire une entreprise avec, et vous savez qu'une entreprise ne peut pas être rentable la première année, ne peut pas être rentable la deuxième année, et que les gens n'ont pas de dividendes, ils peuvent commencer à se plaindre. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir leur expliquer, tout ça. Ça, je ne sais pas si ça a été préparé et tout ça, mais ça peut créer des problèmes. D'accord. Voilà. J'ai fait un avant-propos sur le SMIC. Alors, actuellement, l'heure est à la mobilisation pour l'effort de paix. On dit qu'on a un problème d'argent, mais dans le contexte comme ça, quand on fait une telle augmentation du SMIC, est-ce qu'il n'y a pas une incidence? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence avec le discours officiel servi? Parce que c'est des ressources également qu'il faut mobiliser pour pouvoir gérer ça. Je ne sais pas. Tout à fait, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'on nous a dit qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, ce qui est vrai. Et l'essentiel de nos ressources vont vers l'armement. Et décider donc de pouvoir augmenter le SMIC, c'est comme vous l'avez bien indiqué dans votre avant-propos, c'était une revendication qui était là depuis plusieurs années. Et il est aussi vrai que le salaire de façon générale, y compris donc le SMIC, doit être arrimé à l'évolution de l'inflation. Regardez si effectivement l'inflation a augmenté d'un certain niveau, il faut voir comment est-ce qu'on peut l'augmenter. Mais je suppose que si le gouvernement a décidé en fait de procéder à cette augmentation, il sait où tirer les ressources pour pouvoir financer cela, sinon ça poserait un problème. Et effectivement, pour le commun d'un mortel, ça peut paraître comme effectivement une certaine contradiction. Vous pouvez dire que vous n'avez pas d'argent, et en même temps vous augmentez les ressources de certaines personnes. Mais en général, ce type de politique, malheureusement dans nos pays, les gens ne comprennent pas ça aussi. C'est que c'est une forme de relance par la demande. C'est-à-dire qu'on va donner de l'argent aux gens, ça permet de consommer, ça permet de relancer l'économie. Mais le drame, c'est que la consommation chez nous est une consommation extravertie. Donc quand vous relancez par la demande, les gens vont consommer, mais c'est généralement des biens importés qu'on consomme. Donc ça fait que l'argent que vous avez et que vous pouvez éventuellement collecter à travers ça ne va pas servir à relancer votre économie, ça va repartir dehors par les sorties de capitaux, puisque à travers donc, les importations que vous allez... Et là aussi, c'est les éléments qu'il fallait peut-être regarder et analyser avant de lancer cette affaire, quoi. En parlant de ça, professeur, est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine façon, cette augmentation du SMIC est à la fois réaliste
et volontariste. Oui, ça c'est vrai. C'est réaliste parce que justement, on se dit qu'il faut satisfaire une frange importante de la population. Et là, on voit les résultats concrets et puis bon, les gens sont certainement satisfaits. Volontariste, oui, volontariste parce que effectivement, comme il a si bien dit, on n'a pas de ressources, mais on dit qu'on va le faire quand même. Ça veut dire qu'on va se battre pour avoir ces ressources-là. Donc, quand il vers le populisme, vous pensez? Non, jusqu'à présent, je ne dirais pas populisme, mais jusqu'à présent, parce que je me dis que c'est comme je l'ai dit, si ils ont lancé cela, il faut bien qu'ils respectent. Ils vont trouver les ressources pour le faire. Mais après eux, il faut respecter cette mesure, puisqu'elle... Oui, tout à fait. Ils vont retrouver. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que certainement, il y a des fenêtres, il y a des aspects du budget, là, il y a des parties qu'on va retirer pour pouvoir financer en fait cette augmentation du SMIC. Il y a des fenêtres qu'il faut respecter. Bernard Bouma, dernière préoccupation? Oui, dernière préoccupation, c'est le secteur privé burkinabé. Parce que c'est le public qui est le plus grand pourvoyeur en termes d'emploi. Donc quand lui n'arrive pas à résorber, ça pose un problème. Donc il y a ceux qui sont privés, mais le taux de mortalité aussi des entreprises avant l'âge de 5 ans, c'est un taux qui est élevé aussi. Donc il y a des conditions d'exercice des entreprises privées qui sont difficiles. Alors qu'il faut... la tendance est d'inverser les choses pour que le privé soit celui qui pourvoit plus en termes d'emploi, puisque même les entreprises privées comptent sur le marché de l'État pour pouvoir vivre. Comment est-ce qu'on renverse la situation? Parce que j'ai l'impression qu'avec ça, on est dans un cycle infernal. Tout à fait, je suis d'accord. On n'est pas d'accord. trop pessimiste aussi, quoi. Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que le problème, c'est que y a nombreux de nos agents publics, ceux qui sont en relation directe avec le secteur privé, ne comprennent pas que le secteur privé, c'est leur premier partenaire et que c'est ce secteur-là qu'il faut accompagner. Ils ne comprennent pas qu'il y a une complémentarité entre le secteur privé et le secteur public et que le rôle du privé et du public plutôt c'est de pouvoir accompagner. Autrement dit, il faut améliorer le climat des affaires, ça c'est évident, mais faire des conditions de sorte que ces agents du public, du privé soient dans les meilleures conditions possibles. Même la question des impôts, je disais à quelqu'un que les agents des impôts ne peuvent pas venir chez vous sans trouver quelque chose. Ils repartent, il faut qu'ils trouvent quelque chose. La masse d'impôts que nous payons est relativement si importante qu'en fait ça sape le dynamisme de nos économies, de nos secteurs privés. Il y a aussi les conditions, au-delà de ça, quand vous regardez par exemple, je prends un cas simple, le coût des facteurs de production de l'énergie par exemple, c'est tellement cher, on a l'énergie la plus chère dans la sous-zone, dans notre zone. Est-ce qu'on peut produire, et en même temps le marché est ouvert, puisque au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, le marché est ouvert, ils peuvent venir vendre ce qu'ils veulent chez nous sans aucun problème. Le marché étant ouvert, nous sommes plus compétitifs. Nous sommes tellement moins compétitifs que des gens peuvent produire en Chine et venir vendre moins cher chez nous. Les mêmes biens. Donc ça cause un problème majeur et je crois que c'est des choses qu'il faut regarder. Autrement dit, effectivement, comme vous le dites si bien, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent, il y en a qui quittent le pays actuellement parce que justement, ils n'arrivent plus à tenir le coup. Donc je crois que ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir sérieusement. Il faut réfléchir sérieusement à tout cela. Nous allons terminer cette émission avec votre envie, votre souhait de voir le réalisme responsable être allié à un volontarisme bien pensé, loin du populisme. Il est bon d'apprendre, avez-vous dit, professeur Idrissa Ouedraogo, apprendre à rêver pour nos enfants et nos petits-enfants en alliant l'audace à l'idéalisme et le réalisme à la rationalité. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière de la 26e semaine de l'année 2023 où il a été question de politique publique et de développement avec Idrissa Mohamed Ouedraogo. Il est agrégé des facultés de sciences économiques et président du comité directorial du Centre Formation, Orientation et Recherche pour la gouvernance économique, c'est Forge Afrique. Merci, M. Ouedraogo, d'avoir honoré notre convocation. Merci vraiment.
J'étais avec le juge Bernard Bougman, que je remercie. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zondi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.